un tout petit point sur les interpellations, sur ce qui s'est passé du côté des forces de l'ordre et le profil de ceux qui ont été interpellés. Mais tout de suite, on part à Rungis, où il y a un face-à-face depuis un peu plus d'une heure entre des membres de la coordination rurale et les policiers qui sont déployés sur place. Mickaël Dos Santos est sur place avec Thibault Marcheteau. Bonsoir Mickaël, qu'est-ce qui se passe au moment où on se parle ? Écoutez, en ce moment, des agriculteurs de la coordination rurale sont emmenés par les forces de l'ordre dans les camions qui se situaient à proximité. Un dépôt de plainte a été effectué. Donc, ils sont emmenés pour être entendus par la police au commissariat de Cergy. Pour vous rappeler un peu les faits, il était aux alentours de 18h lorsque une cinquantaine de membres de la coordination rurale ont pénétré le marché de Rungis. Deux versions s'affrontent. Selon les agriculteurs, ils n'ont rien cassé. Ils n'étaient pas là pour casser ni pour affronter les forces de l'ordre. Alors, on a un petit problème de liaison avec notre envoyé spécial. On va revenir vers vous dans un instant, Mickaël Dos Santos, pour comprendre ce qui se joue à Rungis, parce que c'est la première fois qu'on a un affrontement aussi clair entre les forces de l'ordre et les agriculteurs. On savait, Louis de Ragnel, que c'était la ligne rouge. Il ne fallait pas, et Gérald Darmanin l'a répété ce matin, qu'ils entrent dans le marché de Rungis. Ça a été fait. Qu'est-ce qui s'est passé et combien d'interpellations au total, Louis ? Alors par rapport au marché de Rungis, effectivement, la doctrine consistait à surtout éviter le contact entre les forces de l'ordre et les agriculteurs. Mais je peux surtout vous parler du profil des personnes qui sont en garde à vue depuis la fin de la matinée au commissariat de l'Haye-les-Roses. Ils s'appellent Maxence, William, Quentin, Martin, Morgane, Louison, Antoine, Mathis, Lucas, Pierre ou encore Noémie. Donc ils font partie des 15 personnes qui sont placées en garde à vue pour entrave à la liberté de circulation. La majorité d'entre eux a une vingtaine d'années, donc ce sont des profils très jeunes. Le plus vieux est né en 1985, il a 38 ans. Le plus jeune est né en 2005 et a 18 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre à travers leur jeunesse et leur âge que ce n'est absolument pas le profil d'agriculteurs désœuvrés en fin de carrière qui voient un monde s'effondrer, mais bien des profils de jeunes qui croient encore qu'ils veulent se battre pour survivre et surtout vivre de leur travail, de leur métier. Et peut-être reprendre les exploitations parce que de leurs d'entre parents. eux, quand on a regardé leurs identités, effectivement, il y en a certains, parce qu'il y a eu des coupures de presse qu'on a pu lire, sont en train de reprendre l'activité d'exploitation de leur père. Donc voilà, moi je trouve que leur jeunesse dit beaucoup de choses de ce conflit et de ces interpellations. On sait ce qu'ils risquent, Louis de Ragnel, à la fois ceux qui sont en garde à vue et ceux qui vont peut-être y partir, parce que là en ce moment à Rungis, il y a une trentaine au moins de membres de la coordination rurale qui vont être embarqués au commissariat de Créteil. On sait ce qu'ils risquent. Alors pour l'entrave à la liberté de circulation, c'est normalement la peine maximale, c'est 2 ans de prison et 4 500 € d'amende, mais on verra aussi les consignes qui seront données, puisque là ce sont les premières gardes à vue. On le voit dans le discours qui s'est considérablement durci. Comme les agriculteurs n'ont pas été entendus, il n'y a pas de réponse politique à leur demande pour l'instant, ou en tout cas la réponse politique ne les satisfait pas, eh bien, hélas, il y a fort à parier qu'il y aura d'autres interpellations. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'au ministère de l'Intérieur, le ton a considérablement changé. Si on regarde les consignes qui étaient données encore vendredi dernier, on explosait de rire quand nous posions la question: est-ce que vous envisagez d'envoyer des blindés? Maintenant, l'heure est beaucoup plus à l'inquiétude pour surtout éviter qu'il y ait des agriculteurs qui entrent dans Paris. Et le message qui est véhiculé au ministère de l'Intérieur, c'est ils essaient de s'adresser un peu indirectement aux agriculteurs, c'est faites tout ce que vous pouvez pour éviter qu'on soit dans l'obligation de vous interpeller. Donc on en est là, et c'est juste l'illustration du fait que, encore une fois, il n'y a pas de réponse politique pour le moment. Merci beaucoup, Louis de Ragnel d'Europe 1 pour ces informations. Véronique Le Floch, quand vous entendez que vos collègues risquent des peines de prison, des poursuites judiciaires, ça vous fait mal au cœur? Ça me fait mal au cœur. Je suis consciente que on est au niveau d'une première étape seulement. On nous balade, on attend. Ça fait une dizaine de jours bientôt qu'on est sur le front, qu'on attend. Et s'il y avait eu des réponses concrètes bien plus tôt, on serait peut-être déjà reparti et on serait peut-être déjà en train de travailler et concrétiser les solutions à mettre sous chacun des chapitres. Là, c'est l'étincelle. Je reprends, je ne sais pas qui a employé cette expression tout à l'heure, mais il y a la fatigue qui se cumule et quand on nous dit qu'on ne nous méprise pas,
finalement, c'est ce qu'on ressent, quoi. On se dit, mais on fait tout ce déplacement, on vient chercher les solutions, on montre qu'on est déterminé, on est jeune, on envoie les jeunes, c'est les jeunes qui se déplacent. Nous autres qui sommes en milieu de carrière, on se dit, on le fait pour nos jeunes, pour qu'ils s'installent dans de bonnes conditions. Et si les jeunes s'installent dans de bonnes conditions, ça veut dire que nous autres, on partira dans de bonnes conditions parce qu'on aura un repreneur. Et aujourd'hui, si les fermes disparaissent, c'est bien parce qu'il n'y a pas de repreneur, parce que ça n'attire plus, parce que quand vous voyez les parents pleurer quand les fils ou les filles veulent s'installer, mais c'est un non-sens. Vous avez l'impression de donner un héritage empoisonné, mais jusqu'où on va aller, quoi. Donc c'est triste. Enfin, franchement, j'espère qu'ils vont se réveiller et que ça n'ira pas jusque-là, quoi. Geoffroy Lejeune du JDD. J'ajouterais peut-être, je parle sous le contrôle de Louis, mais qu'a priori aucun n'a d'antécédent judiciaire. C'est donc on a affaire à une population qui est à des années-lumière de ce type de comportement condamnable et qui agit pour autre chose que pour semer le désordre. Et je reviens aussi sur la dimension qu'évoquait Louis à la fin de son propos sur le fait qu'il n'y a pas de réponse politique. En réalité, comment voulez-vous qu'il y ait une réponse politique? C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez montré un graphique, Laurence, très intéressant sur les motivations des Français, vous savez, au moment de faire leurs achats, voilà. Et évidemment, la question du pouvoir d'achat, du prix, intervient en premier. Moi, je ne supporte pas. Juste pour que ce soit clair pour nos auditeurs, 51% des personnes interrogées disent qu'ils peuvent se déterminer quand ils font leurs courses en fonction de l'origine des produits, mais 41% évidemment en fonction du prix des produits, évidemment. Et en fait, je trouve que poser la question comme ça, c'est presque, outrageant pour les gens. On peut pas demander aux gens de porter sur leurs épaules la responsabilité d'un système qui a été patiemment construit par d'autres, dans lequel ils ont eu à peine leur mot à dire. Si par hasard ils ont eu leur mot à dire, on a fait l'inverse de ce qu'ils avaient décidé. Je prends l'exemple de 2005, notamment le traité pour la Constitution européenne, qui allait dans la veine de quelque chose qui construisait le piège dans lequel sont nos agriculteurs aujourd'hui. Et en fait, ce qui se joue demain à Bruxelles est très important. Je pense pas qu'il se passera grand-chose, mais finalement la question qui est posée, c'est est-ce qu'on a des dirigeants aujourd'hui qui sont capables de sortir du cadre dans lequel nos agriculteurs, et c'est une décision politique, c'est pas juste la faute à pas de chance, sont en train de mourir sous nos yeux. Et c'est la véritable question, c'est celle-là, c'est pas de savoir si le consommateur qui est déjà étranglé de toutes parts va devoir se rajouter une amende supplémentaire pour lui porter sur ses épaules le poids du sauvetage des agriculteurs. C'est pas ça le sujet. Et la réponse politique, malheureusement, elle échappe tellement au cadre dans lequel nos gouvernants d'aujourd'hui réfléchissent que je pense qu'on ne l'aura pas. Un dernier mot, Louis de Ragnel. On a évidemment cette situation à Rungis où les forces de l'ordre font face à des membres de la coordination rurale. Est-ce que les forces de l'ordre, les renseignements avaient bien évalué l'ampleur de ce mouvement, le côté tellurique en réalité de cette mobilisation? Le renseignement depuis le début, puisqu'il est au début c'est le renseignement territorial, donc ça se passe département par département, a bien fait remonter un certain nombre de revendications, de colère, a bien pointé du doigt aussi le fait que, typiquement, je vous donne un exemple, de plus en plus, et ça c'est la FNSEA qui l'a dit aux autorités, de plus en plus de leurs adhérents sont en train de basculer vers la coordination rurale. Le fait que ce syndicat qui était majoritaire est en train un peu d'être dépassé par sa base, et donc ça pose aussi un problème pour les autorités, puisque quand ils ont comme interlocuteur quelqu'un qui ne tient pas ses troupes, c'est compliqué. Et simplement, voilà, il y a eu un élément, selon le renseignement, qui a été analysé comme étant le déclencheur de la situation vraiment dans laquelle on est ce soir. C'est le fait qu'en début de semaine, plusieurs membres du gouvernement expliquaient que Gabriel Attal, dans sa déclaration de politique générale, allait faire des annonces sur l'agriculture. Ça n'a pas été le cas. Tous les agriculteurs étaient derrière leur poste. Ça n'a pas été le cas. Donc ça, vraiment, ça a été un ingrédient qui a reboosté, qui a redynamisé le mouvement. Et puis simplement aussi, il y a des éléments qui ont été sous-évalués. C'est la dimension humaine de la mobilisation, avec deux éléments importants. Le premier, c'est que quand vous passez 5, 6, 7 nuits à dormir dehors, que vous êtes ensemble, eh bien, il y a une sorte de communauté humaine. On avait vu pendant les Gilets jaunes. Il y a une forme d'aventure. Je dis pas ça dans le sens, c'est pas Koh-Lanta, mais il y a une aventure humaine qui se crée. Et ce que disait Jean-Christophe Couvier aussi, et a été souligné plusieurs fois, un agriculteur qui roule à 30 km/h, ça fait 4 jours qu'il dort à des endroits différents, il avance péniblement, il va pas renoncer, il va pas repartir chez lui après tout ce périple qui demande une organisation considérable, des camions-citernes, de quoi se nourrir et être autonome. Donc tous ceux qu'on voit là ce soir, ce sont des gens qui sont capables d'être là encore une semaine, 10 jours. C'est ça qui inquiète le renseignement. Et le deuxième élément qui a été sous-estimé par l'autorité politique par rapport à la réalité de ce mouvement,
c'est que les agriculteurs, les éleveurs qu'on voit ici, ne sont pas là pour demander un droit supplémentaire, mais ils sont là pour leur survie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins l'habitude de voir depuis quelques années en France, des gens qui sont là uniquement pour demander à exister et à survivre. Vous avez raison, Louis de Ragnel. Nouvelle actualisation du nombre de personnes interpellées. 79 personnes ont été interpellées à Rungis. Le chiffre monte. Jean-Christophe Couvi, vous êtes policier. On imagine que c'est pas simple pour vos collègues là sur place. Il est 18h12, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews parce que voilà, il faut faire respecter la loi. Mais en face, ce sont leurs frères. Enfin, soyons concrets, soyons clairs, disons-le comme ça. C'est jamais facile parce qu'effectivement, nous aussi, on est à leur contact depuis quelques heures et donc il y a aussi une communication qui se fait et on se rend compte que leurs problèmes sont aussi nos problèmes. Parce qu'on rencontre des problèmes à notre niveau, par exemple policiers aussi, de salaire, de sens du métier. Enfin, il y a des points de concordance. Mais là, il y aurait eu des dégradations dans une société de logistique. Donc, il y a des constatations qui sont faites par l'officier de police judiciaire. Et en fonction, il y a le dépôt de plainte et donc on est obligé d'instruire. C'est ça aussi la difficulté, c'est qu'on est aussi obligé, même si on a de l'empathie, de faire notre travail parce qu'il faut faire respecter la loi aussi. 18h13, on va partir sur le terrain. Je passe la parole ensuite à Kylian Morel et Eric Revel. On va retrouver Antoine Estève et Laurent Sélarié. Vous trouvez-vous sur l'autoroute A6 au sud de Paris. Comment sont perçues sur le blocage où vous vous trouvez ces interpellations? Donc on est à 79 interpellations d'agriculteurs à Rungis. Eh bien, ils sont 200 autour du feu ce soir à taper du sol avec leurs pieds en ce moment sur l'autoroute A6 parce que le froid, l'humidité sont tombés ce soir. Il fait très froid ici. Et effectivement, les langues se délient et ici, les agriculteurs parlent beaucoup de ce qui s'est passé à Rungis. Alors, vous savez, il y a plusieurs mouvements au sein de cette grande grogne des agriculteurs. Et ici, on est parmi la FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui est un mouvement plutôt pacifique depuis le début de ce mouvement, comme les autres évidemment, mais un petit peu plus parce qu'ils n'ont jamais voulu aller à la confrontation ou encore pénétrer à l'intérieur de Rungis. Ce qu'ils veulent, eux, c'est boucler Rungis pour montrer que le ventre de la France, finalement, est alimenté par les agriculteurs. Ils veulent montrer que c'est eux qui maîtrisent absolument la nourriture et l'alimentation des Parisiens, mais ils ne veulent pas pénétrer à l'intérieur de Rungis, donc ils sont contre ces opérations qui ont été menées par des personnes assez isolées dans ce mouvement, des personnes de la coordination rurale ou encore d'autres mouvements agricoles. Donc ici, en tout cas, les agriculteurs qui sont autour de nous disent tous qu'ils rejettent complètement ces méthodes d'action de pénétrer à l'intérieur de Rungis. Pour eux, ce n'est pas normal. Ce qu'ils veulent, c'est mettre la pression sur le gouvernement. Ils le disent, ils l'affirment en permanence. Tous les slogans qu'on voit écrits ici autour de nous sur les tracteurs disent bien qu'ils veulent mettre la pression sur les négociations en ce moment pour être reçus à Matignon, voire à l'Élysée dans les prochains jours. Et Antoine Estève, sur place sur l'autoroute A6 avec Laurent Sélarié. On voit que le monde syndical et agricole est divisé, Madame Le Floch. C'est dommage, mais en fait, il se rapproche aussi de Rungis. Ça veut dire qu'il juge important et symbolique ce lieu. Donc, quelque part, on se rejoint. Et je pense que sur beaucoup de points, finalement, de nombreux agriculteurs partout en France sont d'accord avec nous. Et si on va là-bas aussi, c'est parce qu'on veut chercher de la valeur. On a entendu dans le discours de Gabriel Attal qu'il était important de soutenir ceux qui n'arrivaient pas à vivre du fruit de leur travail. Et nous, aujourd'hui, agriculteurs, quand on entend parler de soutien, on pense souvent soutien financier. Et nous, on n'a pas besoin de soutien financier, on n'a pas besoin de soutien moral. Je pense qu'on est assez costaud, assez dur, et l'épreuve du métier est déjà suffisante pour qu'on... Le message qui est écrit souvent sur nos t-shirts dise... la vérité, ce que nous on veut, c'est foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. On n'en peut plus de crouler sous toutes ces normes. On n'a pas envie d'être soutenu. Finalement, on n'est pas des mendiants. Et toute cette PAC qui est à l'origine, justement, cette politique agricole commune qui est à l'origine de la création de la coordination rurale, c'était justement une opposition à ce système où on devenait des assistés. Et ça fait 30 ans que ça dure et ça fait 30 ans que ça s'empire. Et si on continue encore comme ça dans les 10, 20 ans à venir, eh ben, je ne sais pas ce qui restera de l'agriculture. À vos côtés, il y a Kylian Morel. Merci d'être avec nous. Vous avez été longtemps dans les rouages de l'État, puisque vous avez travaillé aux côtés de François Hollande, ancien conseiller de François Hollande. Cette grande colère des paysans, elle remonte à des années en réalité. C'est une colère de... Comment est-ce que vous l'analysez en fait? Et le fait que le pouvoir soit sourd au point de continuer à dire demain on va faire des annonces. Ça fait des années en fait que les annonces auraient dû être faites.
Vous avez le choc entre la logique du pouvoir, qui est souvent et malheureusement une logique de court terme, et on réagit à la pression, aux événements qui vous contraignent à le faire, et une évolution qui est très ancienne. La politique agricole commune, d'abord, c'est une politique européenne. Donc, déjà, quand on demande au président, au Premier ministre, au ministre de l'Agriculture de résoudre, entre guillemets, le problème, il faut bien comprendre que ça ne va pas se résoudre dans le 7e arrondissement de Paris. Si ça peut se résoudre, ça se résoudra à Bruxelles et nous en aurons des éléments d'appréciation demain. Mais c'est une politique ancienne. Et cette politique, elle a dérivé dans le temps. Quand elle a été créée par le général de Gaulle en 1962, c'était une exigence du général de Gaulle pour mettre, si vous voulez, un contrepoids au traité de Rome qui n'avait pas sa préférence, mais qu'il avait accepté d'endosser en retournant au pouvoir en 1958. Il a dit, moi je veux à ce moment-là qu'il y ait une politique pour nos agriculteurs, pour que la France devienne et reste et développe une puissance agricole. Cette politique agricole commune était fondée sur 2 piliers, qui étaient le productivisme, il fallait produire beaucoup pour tous les Français et au-delà, et on l'a fait, et c'était le protectionnisme, c'est-à-dire les produits français et européens seront protégés. Et au fil des décennies, à mesure que l'Europe elle-même s'est transformée en autre chose, en une Europe fédéralisée et libérale, eh bien les 2 piliers ont été complètement anéantis. Le productivisme, aujourd'hui, vous avez le contraire, c'est-à-dire du malthusianisme. On vous dit qu'il faut mettre 10% des terres en jachère, baisser la production de 15%, fermer donc des exploitations, et on vous dit plus de protectionnisme, mais l'Europe commerciale ouverte à tous les vents. Passons des accords commerciaux avec tous les grands blocs du monde. Aujourd'hui, on parle du Mercosur, mais il y a eu le Canada avant, enfin, tous les autres pays. C'est ça qui est en cause. Donc si aujourd'hui, face à ce qui se passe, on parle de Rungis, évidemment ça nous touche, ça nous fait peut-être même un peu peur, et on appelle à la responsabilité aussi bien les agriculteurs qui ne sont pas des casseurs, et les forces de l'ordre qui doivent faire convenablement, elles le feront leur devoir, mais c'est un phénomène européen. Partout en Europe, vous avez des agriculteurs qui défilent, qui bloquent. Donc si on n'arrive pas à comprendre qu'on est arrivé à un moment où il faut une nouvelle PAC, il faut refonder une nouvelle PAC sur de nouveaux critères, de nouveaux piliers, eh bien, je crains que nous allions vers des moments très difficiles, et pas que pour les agriculteurs. Avec des affrontements éventuellement à la clé, selon vous, Aquilino Morel ? Mais les affrontements sont toujours possibles, mais avant les affrontements, il y a surtout ce que vous évoquez, c'est-à-dire l'harassement, la colère, le désarroi et le désespoir de combien de centaines de milliers d'agriculteurs. Ouais. C'est ça qui compte. J'espère évidemment, comme tout le monde ici, qu'il n'y aura aucun problème, aucun affrontement entre les forces d'ordre, mais restera cela, cette détresse humaine, et cette envie de continuer à travailler dignement, efficacement, pour un moment donné, où c'est tout de même paradoxal, il va falloir, puisque la population mondiale ne cesse d'augmenter, fournir des aliments pour tous ces pays, et nourrir tous ces pays. Vous êtes d'accord, Madame Le Floch ? Alors vous avez oui, vu acquiescer. Et je crains d'être déçue de ce qui va être annoncé demain. On sait qu'aujourd'hui, Marc Fesneau, notre ministre de l'Agriculture, est présent à Bruxelles. On sait qu'il essaye d'avoir avec lui un ralliement du maximum de ministres de l'Agriculture. Mais ils sont en train de réfléchir à différents points de la politique agricole commune. Alors là, on parle de jachère, peut-être demain ça va être les prairies, pour essayer de rassembler le maximum de ministres, alors que, comme vous l'avez dit, c'est toute la politique agricole commune qui est à revoir. Alors, parce que pour être précis, Bruxelles a répondu aujourd'hui, soi-disant, aux demandes de la France en disant dérogation partielle aux obligations de jachère dans l'UE et limiter toute hausse incontrôlable des importations agricoles ukrainiennes pour offrir des gages aux agriculteurs qui manifestent à travers toute l'Europe. Mais c'est temporaire. C'est du court terme. C'est du temporaire. C'est dit dans le communiqué de l'Élysée. Donc, c'est ça qui est dangereux. Et puis, on ne voit pas justement se dessiner quelque chose qui nous donnerait des garanties par rapport à d'autres accords de libre-échange. Peut-être demain, c'est le Mercosur. La semaine dernière, nous étions à Bruxelles. Il y avait une commission de l'agriculture qui se réunissait au Parlement. Le Chili, les accords avec le Chili étaient votés. À chaque fois, ce type d'accord de libre-échange voit rentrer en Europe des produits alimentaires au profit d'autres produits ou de services de grandes multinationales. On est la monnaie d'échange. Enfin, on se tue avec ce qu'on importe. Vous avez raison. Je vous passe la parole dans un instant, Éric Revel, mais je voudrais juste qu'on reparte à Rungis, que la nuit est en train de tomber sur Rungis. On a toujours ce face-à-face qui ne semble pas encore extrêmement tendu entre les agriculteurs de la coordination rurale et les forces de l'ordre. Michael Dos Santos, vous êtes sur place avec Thibault Marcheteau. Qu'est-ce qui se passe là ? Expliquez-nous.
Écoutez, la situation est plutôt calme ici devant cette société de logistique. 79 agriculteurs de la coordination rurale ont pénétré aux alentours de 17h dans ce centre. Ils sont finalement ressortis dans le calme. En ce moment même, ils sont emmenés vers le commissariat de Créteil puisqu'il y a eu un dépôt de plainte pour dégradation. Selon les informations que l'on a pu glaner sur place, au moins une porte aurait été dégradée lorsque ces agriculteurs ont pénétré cette société de logistique. Les leaders de la coordination rurale ont donné des consignes ici sur place à leurs camarades. Vous n'avez rien vu, rien entendu, vous n'avez rien à déclarer, vous ne connaissez personne. Voilà ce qui leur a été donné comme consigne pour ceux qui sont donc emmenés au commissariat de Créteil. Certains agriculteurs ici sur place sont en état de choc. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils sont donc emmenés par les forces de l'ordre, surtout les plus anciens qui nous disaient: j'ai dû attendre pour l'un d'entre eux 62 ans pour être emmenés dans un commissariat. Pour le moment donc ils sont interpellés au compte-gouttes. Ils quittent cette société de logistique située à Rungis et pour le moment effectivement on attend des nouvelles mais la situation est plutôt calme au moment où je vous parle. Merci beaucoup Mickaël Dos Santos. Éric Revel. Écoutez, moi je voudrais céder à aucune démagogie ni populisme, c'est pas le genre de ma maison, mais vous voyez, je me mets à la place des Français qui nous regardent ou de ceux qui nous écoutent sur Europe 1. Vous voyez, on a assisté à des images d'émeutiers qui pétaient des magasins, qui tiraient des mortiers sur la police et qui parfois étaient même pas inquiétés. Et là, on a des gens qui sont quand même dans un calme absolu et qui vont peut-être être placés en garde à vue après ce dépôt de plainte. Donc, vous savez, tout ça n'est pas bon du tout pour le climat de la démocratie. Maintenant, sur le libre-échange, il y a eu 48 accords de libre-échange signés par la machine folle de Bruxelles dans 74 pays sur 5 continents. J'ai en tête ce qu'on a vu sur une vidéo absolument hallucinante, je ne savais même pas que ça existait, un bocal dans un camion, des bocaux dans un camion d'asperges en provenance de Chine. On a réduit drastiquement la superficie pour la culture d'asperges en France, alors qu'on l'a augmenté en Allemagne de manière énorme, et on importe des asperges de Chine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, d'ailleurs, on ne se demande pas si les normes sanitaires, les normes environnementales, le bilan carbone de l'asperge de Chine, tout ça passe. Bon. Moi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut arrêter cette machine folle, libérale, fédérale surtout, bruxelloise. Parce qu'en réalité, les pouvoirs politiques n'ont plus aucun poids. Je vous rappelle que c'est le Conseil de l'Europe qui décidera pour le traité du Mercosur à la majorité qualifiée et qu'il suffira donc que 15 pays sur 27 approuvent le traité du Mercosur pour que le président de la République soit obligé d'aller à Canossa. Donc, si vous voulez, c'est ça la réalité aujourd'hui. Sur l'accord chilien, en fait, on sacrifie un peu plus l'agriculture française. Pourquoi ? Parce qu'il faut le dire aussi, le Chili est le premier producteur de cuivre au monde. On a besoin de cuivre pour relier les fameuses éoliennes qui vont nous sauver, qui vont nous sauver de l'énergie. On a besoin de cuivre pour relier les éoliennes et pour rapatrier le courant là où il doit être rapatrié. Donc en fait, on est en train de sacrifier dans un silence assourdissant, et j'espère que les choses changeront, mais je suis plus pessimiste que vous, madame, parce que le pouvoir politique, vous savez, je connais. On est en train d'assassiner le poids de l'agriculture française. On est passé de 6-7 millions d'agriculteurs au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes 400 000 aujourd'hui. Le cynisme politique, c'est de penser que bientôt, vous n'aurez plus aucun pouvoir électoral, vous voyez, plus aucun pouvoir électoral. Et c'est ça qui est tragique, si vous voulez. C'est que cette profession qui non seulement nourrit le pays, mais aussi porte une partie de notre histoire, porte une partie de nos racines culturelles, cette population est en train de partir sous la responsabilité de dizaines d'années de pouvoir dans ce pays qui a laissé l'Europe bruxelloise nous imposer dans l'agriculture et ailleurs des choses qui sont en train de détruire le pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Constat terrible d'Éric Revel, mais vous êtes d'accord, Madame Lefebvre? Alors tout à fait, et c'est bien une affaire politique et qui est entamée depuis très longtemps, puisque du temps de Bolsonaro, avec sa ministre de l'Agriculture, en 2018, elle avait mis un plan de développement de l'agriculture sur 2018-2028 qui prévoyait des augmentations dans les principales productions animales, le bovin, le porc, la volaille, de 30%. Donc évidemment qu'on ne se lance pas dans un tel développement de la production si on ne sait pas à qui on va les vendre. Donc bien évidemment qu'il y a certainement des engagements qui ont été pris et peut-être même il y a un certain moment
Donc, franchement, c'est une autodestruction de l'agriculture et nous, on le sent à la coordination rurale avec tout le mouvement qui est assez puissant à l'ouest de l'Europe, avec les Espagnols aussi qui se sont engagés cette semaine, les Allemands qui durent, les Irlandais, Les Espagnols. les Espagnols, tout le monde s'y met. Et on sent cette oppression-là contre l'agriculture et sa production à l'ouest de l'Europe, avec peut-être demain, s'il y a une ouverture sur l'Ukraine, un développement et une délocalisation de la production vers l'est du continent. Donc ça, tout ça, si ça n'inquiète pas les consommateurs, il faut qu'ils comprennent aussi, c'est ce qu'ils mangeront demain. Aquilino Morel, c'est le constat de la perte de pouvoir des politiques en réalité? De la perte de pouvoir, comment dire, c'est pas seulement une perte de pouvoir, c'est une forme de dessaisissement, mais qui est volontaire. C'est pas des choses qui sont arrivées du ciel. Tout ça est né après le tournant fédéraliste de François Mitterrand en mars 83. Comme disait mon ami Jean-Pierre Chevènement, la gauche a ratifié, mais la droite, la gauche a signé, la droite a ratifié, donc tout le monde a été d'accord pour transférer au niveau de la Commission européenne des prérogatives dont certaines auraient dû rester nationales et qui d'ailleurs, je l'espère, le redeviendront. Et sinon, de surveiller beaucoup mieux ce système. On a accepté. Maintenant, on est dans cette logique folle, comme vous dites, ce fédéralisme qui n'est même plus rampant, qui est même plus clandestin, comme disait Raymond Aron, qui est maintenant de plus en plus à ciel ouvert et qui conduit... en fait, le problème, c'est pas tant les 400 000 agriculteurs, leur sort est en jeu et c'est très grave. Mais ce qui est en jeu derrière, c'est tout simplement notre pays. Parce que c'est encore un élément de la crise identitaire qui frappe notre pays. Il y a la désindustrialisation, on a perdu des millions d'emplois industriels au gré d'accords de libre-échange. Il y a les agriculteurs qui étaient un petit peu sous le radar, qu'on ne voyait pas trop, parce que c'est des gens durs à la tâche et que ce sont des questions un peu techniques. Et puis parce que, effectivement, comme le disait Éric Revel, ils sont désormais 400 000 et que électoralement, pour certains politiques, cyniquement, ce n'est pas très important. Il y a la question de l'Europe fédéralisée qui ne cesse d'empiéter sur le prérogative des États. Et puis, il y a la question, dans la crise identitaire, on n'en parle pas ce soir, mais on en parlera, on en a déjà parlé, de l'immigration. Tout ça, c'est la question de qu'est-ce que, comme dirait le président de la République, le Premier ministre, il faudrait que la France reste la France. Avec les paysans, c'est posé sur la table. Parce qu'une France sans paysans, ce n'est plus la France. Or là, c'est le mouvement qui se dessine. Et si demain, à Bruxelles, des décisions fortes n'étaient pas prises, Éric Revel soulignait à juste titre le problème de cette dérive folle de la machine. Mais il y a toujours une possibilité. Moi, je rappellerai le général de Gaulle, la crise de la chaise vide, quand il a dit à un moment donné, c'est terminé. La France va quitter les institutions européennes. Et nous ne reviendrons que lorsque les questions auront été réglées. Le président de la République ne parle que de souveraineté européenne. Vous ne pensez pas qu'il va se lever de la chaise et la laisser vivre? Je crains que non. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la situation aujourd'hui a atteint un tel niveau de gravité que si nous ne sommes pas capables de ce genre de réaction... Vous le savez sans doute, mais est-ce que les Français savent que dans la foulée du traité de Lisbonne, les parlements nationaux ont été dessaisis de la ratification des traités de libre-échange. C'est-à-dire qu'on ne demande même plus aux parlements nationaux. On ne fait même plus comme s'il y avait une démocratie dans les pays. Voilà. Non. Terrible. Non, mais vous vous rendez compte, c'est le Conseil de l'Europe à la majorité qualifiée qui va signer le traité du Mercosur. 15 pays mais là, sur 27. le président français a dit qu'il s'y opposerait. Mais on verra, c'est ce que je disais. De cette impasse. On verra si on est des poids Il ne plumes peut ou des sortir poids de cette lourds. impasse qu'en sortant de la pièce, Éric. C'est-à-dire en se levant et en disant c'est ainsi et pas autrement. Il n'est pas De Gaulle qui veut. Il n'est pas De Gaulle qui veut, mais il y a des moments dans l'histoire où vous êtes un petit peu obligé de tenir ce genre de position, car sinon, on peut toujours attendre. Vous savez, la célèbre phrase de Mme Dubarry, encore un instant, Monsieur le Bourreau, on peut toujours attendre, mais les échéances, elles se rapprochent. Et on voit bien ce qui va se passer derrière. Geoffroy Lejeune, un mot avant qu'on parte sur le terrain. La question, c'est le veut-il? C'est qu'en fait, son logiciel, profondément, il est d'accord avec les traités de libre-échange. Je me souviens qu'au moment du TAFTA, on avait beaucoup de discussions, je crois que c'était d'ailleurs sous le quinquennat de François Hollande, Emmanuel Macron ne s'était pas opposé, alors qu'il était ministre de l'économie, il n'était pas spécialement parmi les opposants à tout ça. Je sais que vous en étiez. Et j'ajouterais, parce qu'il n'y a plus rien à dire, je pense, sur
le libre-échange, mais c'est la question de l'écologie, ou plutôt de l'écologisme, en fait. C'était la dérive, ou la dérive tyrannique de l'écologie. J'essaie de comprendre, en écoutant tout le monde parler de libre-échange, comment on en est arrivé là. Les écologistes, électoralement, c'est autour de 15% aux élections, mais c'est un parti charnière, et c'est surtout, je pense, l'Union européenne, qui est, autant l'Europe est une réalité géographique, concrète. On découvre d'ailleurs à l'occasion de la crise de l'agriculture qu'il y a un peuple européen, puisque les agriculteurs de tous les pays européens se rebellent en même temps, parfois pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas on constate qu'il y a des causes communes. En revanche, l'Union européenne est autre chose, c'est un corps politique sans substance, qui du coup doit se trouver des raisons d'être, et notamment des religions. Il y a celle, vous avez raison, on n'en parle pas ce soir, de l'inclusion, de l'immigration, etc. Et il y a aussi celle de l'écologie. C'est pour donner une raison d'être et une légitimité à tout ça. Le pacte vert, aujourd'hui, c'est quasiment un assassinat décidé par des gens qui sont tous des urbains. Les Français, par exemple, vivent tous dans le 11e arrondissement de Paris, pour imposer des normes écologiques à des gens qui, eux, vivent dans la nature, à la campagne, et qui connaissent la nature par cœur. C'est quand même une aberration hallucinante. 18h32 en direct sur CNews et sur Europe 1. On va repartir dans le centre-ville de Linas-Montlhéry, dans l'Essonne, rejoindre Augustin Donadieu et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Là encore, on a cette même scène, Augustin, des tracteurs à l'arrêt dans le centre-ville face aux forces de l'ordre. Comment ça se passe ? Oui, c'est tout à fait ça, Laurence, ici en Essonne, dans ce petit bourg de Linas. C'est une vingtaine d'agriculteurs partis lundi d'Agen qui ont parcouru 600 km et qui se retrouvent ici au milieu des habitations, encerclés par les forces de l'ordre. Des agriculteurs qui poursuivaient leur route en direction de Rungis, mais qui ont donc été arrêtés net ici en Essonne. Leur parcours est assez particulier à ces agriculteurs. Il y a donc des arboriculteurs, des éleveurs, des céréaliers. Ils ont décidé de quitter leur convoi organisé depuis Agen, un convoi qui a été bloqué il y a quelques heures par les forces de l'ordre. Ils ont emprunté des chemins de traverse aidés par des agriculteurs pour les aider à trouver leur chemin à travers champs. Regardez, en témoigne le tracteur qui se trouve juste à côté de moi, un tracteur complètement embourbé, si je puis dire, avec de la boue, puisqu'il a été embourbé. Ils ont véritablement emprunté des chemins de traverse. Ces agriculteurs ne perdent pas leur objectif de rejoindre la capitale, en particulier Rungis. Ils se montrent solidaires de leurs collègues qui ont pu pénétrer dans l'enceinte de ce marché international, mais pour l'heure, ils sont encerclés par les forces de l'ordre. Aucune consigne n'a été donnée, aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Tout se passe dans le calme, mais ces agriculteurs peuvent compter véritablement sur une solidarité avec tous ces habitants qui descendent de leurs appartements avec leurs enfants et qui viennent déposer au pied des tracteurs de très nombreuses denrées alimentaires et des boissons. Merci beaucoup Augustin Donadieu. On va rejoindre maintenant Antoine Estève et Laurent Sélarié. Là, vous êtes sur l'autoroute A6. Expliquez-nous ce qui se passe. Antoine, je crois que vous avez des invités à côté de vous. Effectivement, je suis avec 3 agricultrices avec qui on a pu s'entretenir pas mal aujourd'hui, qui nous racontent leur quotidien ici sur les barrages d'agriculteurs. Alors, il y a ce grand mouvement pacifiste des agriculteurs, des jeunes agriculteurs et de la FNSEA avec qui nous sommes ici, qui sont parfois contre ce qui peut se passer ailleurs. C'est vrai que ce qui s'est passé à Rungis avec d'autres agriculteurs qui sont rentrés à l'intérieur de Rungis, ça va un petit peu à l'encontre de ce que nous disent les agriculteurs qui se trouvent autour de nous. Est-ce que vous aussi, vous avez, je sais pas, entendu parler de ces hommes qui sont rentrés, ces hommes et ces femmes qui sont rentrés à l'intérieur de Rungis? J'imagine que c'est pas votre option à vous, hein, de absolument rentrer dans Rungis. C'est pas ce que vous aviez imaginé en arrivant à Paris. Non, en effet, c'était pas l'option qu'on avait envisagée. Après chacun voit midi à sa porte. Les syndicats pensent des choses, nous on en pense d'autres. Et votre mouvement, c'est ce qu'on dit depuis le début, il est complètement pacifiste. Vous êtes là pour justement montrer que vous êtes là. Oui, c'est ça, tout à fait. Nous, on est là pour porter nos revendications dans le calme, la bonne humeur et puis faire entendre notre voix. Oui, pareil. Alors après, ils sont entrés dans Rungis, peut-être par la force, ça c'est dommage, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même le ventre de Paris, donc ça s'entend, mais surtout sans nous, ce qu'on s'accorde à dire tous ici et ailleurs, je pense, c'est que pas de violence, pas de casse, etc. Sur ce barrage, comme sur d'autres barrages dans la région en ce moment, c'est vrai qu'on entend parler de plusieurs options dans les jours qui viennent. La première, c'est effectivement ce bras de fer contre les forces de l'ordre qui se trouvent de l'autre côté du barrage là-bas, sans violence. Et puis l'autre option, ce serait en négociation en ce moment avec les différentes préfectures autour de Paris pour pouvoir stocker, c'est comme ça que disent les forces de l'ordre, les différents groupes d'agriculteurs qui se trouvent dans la région avant de les faire rentrer à l'intérieur de Paris dans les prochains jours. Tout cela, c'est évidemment en négociation et on ne sait pas vraiment quelles sont les options qui vont être prises par les forces de l'ordre.
Merci beaucoup Antoine Estève et Laurent Sélarié sur l'autoroute A6. On a été rejoint par Marie-Laure Pesant. Bonsoir, vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale. On ne va pas évoquer le cas de Rungis parce que typiquement ce ne sont pas les gendarmes qui sont à pied d'œuvre, ce sont les policiers. En revanche, vous allez pouvoir nous expliquer à quoi servent ces blindés, les blindés Centaure qu'on a vus sur de nombreuses routes pour faire face, pour empêcher les agriculteurs de se déplacer. À quoi est-ce qu'ils servent? À évacuer les tracteurs? Comme vous l'avez dit, ils servent à bloquer. C'est des engins qui sont assez imposants. On est face à des tracteurs. Donc, l'objectif, c'est de bloquer les axes, éviter que les agriculteurs continuent leur progression. Et donc, il a fallu tenir un certain nombre de points. Et donc, les engins blindés, vous avez vu, ils sont à côté de gendarmes à pied. Et donc, c'est un moyen efficace de bloquer des axes. Ils ont aussi une capacité à éventuellement dégager les axes s'il y a besoin d'enlever des barricades, puisque l'autre objectif aussi, c'est aussi d'avoir des axes qui sont viables par la suite. On a vu que certains membres de la coordination rurale ont réussi à prendre des chemins de traverse pour éviter les barrages de gendarmerie. Vous avez un dispositif qui est mis en place sur la profondeur, c'est ça? Exactement. On est dans la profondeur, donc sur l'ensemble du territoire. Il y a différents modes d'action aussi des agriculteurs. Certains sont vraiment présents sur un territoire et n'en bougent pas. D'autres ont cette intention de rejoindre Paris. Donc notre dispositif est adapté à ces différentes intentions. Et c'est pour ça qu'on a dans la profondeur des points fixes, des zones qu'on va bloquer et tout ça pour que les agriculteurs puissent porter leur message dans le calme. Est-ce que vos blindés sont déployés ailleurs qu'en Île-de-France? Il y en a dans d'autres parties du territoire? Oui, alors on a 2 points principaux, l'Île-de-France et le Loiret. Donc dans le Loiret, sur le secteur entre Orléans et Gien, on avait des blindés de déployés sur un certain nombre d'axes et de ponts, notamment, comme on a pu le voir, qui sont déployés à côté des gendarmes mobiles et d'autres véhicules des gendarmes mobiles. Les lignes rouges, pour vous, les gendarmes, c'est quoi? Vous voulez absolument les empêcher de circuler? Les lignes rouges ont été fixées par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est-à-dire éviter un blocage total de Paris, ne pas aller sur Rungis, ne pas aller sur les aéroports, tous ces points qui sont vus comme des points vitaux. Et donc, dans la profondeur, l'objectif, c'est d'éviter cet engorgement sur la plaque parisienne. Donc, c'est pour ça qu'on bloque un certain nombre d'axes plus loin sur le territoire. Comment se passent les confrontations? Est-ce qu'il y a des discussions? Comment ça se passe sur le terrain? Comme on le voit, les images, on voit qu'on est dans une ambiance de calme, on est dans un dialogue, on voit beaucoup de gendarmes discuter aussi avec les agriculteurs. C'est vrai que dans notre quotidien, on est régulièrement au contact des agriculteurs, donc c'est un dialogue qu'on noue déjà depuis longtemps. Et là, on est dans cette logique de rester dans le calme. On voit les gendarmes, ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas de casque, les engins sont là, effectivement, bloquent l'accès, mais de part et d'autre, on a une ambiance, une certaine sérénité aussi dans l'action. Est-ce qu'il y a eu des dégradations que vous avez pu constater? De ci, de là, on a pu avoir quelques actes isolés avec des dégradations. Là, à partir du moment où on a des infractions qui sont constatées, on a une judiciarisation, des enquêtes qui sont menées et ensuite les faits sont portés devant la justice qui pourra décider des suites à donner. Bien sûr, une judiciarisation, c'est-à-dire que ces personnes qui ont été interpellées seront... On va présenter à la justice. On va enquêter sur le fait. Soit il y a des interpellations immédiates, soit on va enquêter s'il y a un feu, une dégradation qui est commise, pour voir, pour établir les faits, établir les responsabilités et ensuite pouvoir conduire les personnes devant la justice. Une dernière question, Marie-Laure Pesant, vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale. Est-ce que le dispositif va être renforcé? On voit que la tension monte malgré tout petit à petit parce qu'il y a la fatigue. Les agriculteurs sont sur les routes et dorment dans leurs tracteurs depuis des jours et des jours. Est-ce que vous comptez renforcer les effectifs sur le terrain? Alors, on adapte le dispositif en fonction des évolutions du mouvement. Donc, bien sûr, quand on a certains endroits qui sont plus fournis en termes d'agriculteurs, on fait en sorte de pouvoir mettre plus de gendarmes sur ce territoire-là. Mais en fait, le dispositif évolue en permanence. Toute la journée, d'heure en heure, on va déployer des forces, on va faire des relèves et on va déplacer éventuellement le dispositif. Donc pour l'instant, on est sur 15 000 policiers et gendarmes de déployés qui s'adaptent au territoire et qui s'adaptent justement aux différents points de blocage ou d'évolution des agriculteurs. Avec évidemment la hantise d'une étincelle qui mettrait le feu aux poudres, on est d'accord? On n'est pas dans cette logique-là. On voit que
Là, vous venez d'avoir deux, trois personnes aussi qui expliquent qu'elles ne sont pas dans cette logique-là. Donc, personne n'est dans cette dynamique-là et il faut que ça dure. Merci beaucoup, en tout cas, Merci. Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie nationale. Ce que vous venez d'entendre vous rassure, Véronique Le Floch, vous qui êtes de la coordination rurale, pardon. Alors moi, j'ai toujours en tête ce que le président de la République a souvent rappelé, rapporté. Nous sommes en guerre. Et le fait qu'ils sortent les blindés est perçu comme nous autres agriculteurs et surtout ceux de la coordination rurale qui les ont vus davantage que les autres, je crois, en phase 2. On conduit ces collègues de la coordination rurale du 47 et rejoints par d'autres départements à adopter une stratégie qui est celle qu'on adopte en guerre, c'est-à-dire la stratégie de la division pour ne pas tous mourir ensemble. Et c'est bien pour ça qu'on a eu cette dispersion. C'est juste une stratégie. On voit qu'on nous emmenait, qu'on voulait justement nous bloquer. Et à un moment, on est obligé d'aller vers le pouvoir puisqu'il ne vient pas vers nous. Donc on a toujours dit qu'on serait dans le côté pacifique. Et là, de voir les blindés qui étaient descendus aussi bas, dans le Loiret, on s'est dit non, c'est pas possible. C'était pas prévu comme ça. Les autres ont le droit de monter, pas nous. Vous avez l'impression qu'on s'en est pris plus particulièrement à vous, la coordination rurale ? Oui, bien sûr, alors qu'on a toujours dit qu'on serait dans ce côté pacifique et de respect des personnes et des biens. Et là, c'est vrai que c'était ressenti, plus ça allait, c'était ressenti comme une provocation et la fatigue aidant, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés. Ils ont joué le jeu, l'objectif était d'atteindre Rungis. Ils ont laissé les tracteurs à un moment, ils sont allés en voiture. Donc, quelque part, c'est Serge Bousquet-Cassagne qui l'a dit, on a atteint notre objectif. Maintenant, le deuxième objectif, avant de repartir, c'est celui d'avoir des grandes lignes et des engagements de l'État. Il est 18h43, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On repart tout de suite à Rungis, rejoindre Michael Dos Santos, Thibault Marcheteau. Est-ce que la situation est toujours calme, Michael ? Est-ce que parce qu'il y a toujours des agriculteurs et toujours beaucoup de forces de l'ordre sur place. Alors, je sais pas Société de logistique à Rungis. Les agriculteurs sont emmenés au compte-gouttes au commissariat de Créteil puisqu'il y a eu un dépôt de plainte pour dégradation. Alors, je tiens vraiment à préciser, deux versions s'opposent. Celle des agriculteurs de la coordination rurale qui nient toute dégradation. Ils sont entrés de manière pacifique, sont sortis de manière pacifique. Nous avons pu le constater lorsque nous sommes arrivés sur le site. Et puis, la version, bien évidemment, de cette société de logistique qui a déposé plainte pour dégradation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il y a cette information comme quoi une porte aurait été dégradée. Encore une fois, cela reste du conditionnel, cela reste à vérifier. Et d'ailleurs, les agriculteurs ici sur place qui sont emmenés au commissariat de Créteil vont être entendus pour qu'on puisse écouter leur version des faits. Donc pour le moment, c'est vraiment deux versions qui s'opposent ici à proximité de Rungis. Michael Dos Santos. Achille Morel est avec nous en plateau. Le fait qu'on traite ces agriculteurs comme des délinquants, c'est un signe de plus du mépris dans lequel on les tient, pour vous ? Je ne sais pas si on les traite comme des délinquants. Moi, je sais que les forces de l'ordre, elles doivent accomplir leur devoir. En l'occurrence, elles ont des instructions très claires que l'on peut comprendre. C'est tout à fait logique de préserver un certain nombre de centres stratégiques et névralgiques. Je crois qu'il faut rester, raison gardée. Je ne crois pas qu'être interpellé et être conduit en garde à vue pour prendre l'identité, etc., soit être traité comme un délinquant. Ce qui est vrai, c'est que quand on est face à face, ce qui est le cas, et là, les agriculteurs, ils sont face à face, ils sont pas tout seuls, ils viennent avec des tracteurs, avec des engins qui sont tout de même impressionnants. On peut comprendre qu'il y ait besoin de cantonner leur progression. Ce qui est important, moi je crois et j'espère, comme tous ici, que les choses se passeront bien, et j'ai le sentiment, en écoutant la porte-parole de la gendarmerie qui nous a quittés, que effectivement l'état d'esprit de part et d'autre, je l'ai dit tout à l'heure, les agriculteurs ne sont pas des casseurs, donc c'est pas leur philosophie, c'est pas leur manière de procéder. Et quant aux forces de l'ordre, je suis convaincu qu'elles feront leur travail correctement. Ce qui est important, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qui va se passer demain matin. C'est les gens qui sont là. On va pas leur dire, vous allez rentrer chez vous, braves gens, il s'est rien passé, on n'a pas de solution pour vous, et il n'y a pas de mesures qui vont venir mettre un petit peu de mieux dans votre... Ça se passe depuis presque 10 jours, vous le savez. Oui, mais... On nous annonce des mesures pour le lendemain, puis pour le surlendemain. Exactement, mais demain, il y a un rendez-vous important à Bruxelles, qui sera décisif, puisque
Mais Répétons-le. Elle a déjà dit qu'elle avait répondu aux demandes de la France. Non, ça c'est la Commission qui dit cela. Oui. C'est pas la Commission qui décide dans un système où il y a 27 chefs d'État et de gouvernement qui vont se réunir. C'est à eux de dire, soit ils acceptent, ils se soumettent à cette décision, eh bien, écoutez, ils en porteront la responsabilité devant chacun de leur peuple, soit ils disent autre chose et ils obtiennent autre chose. La Commission, là-dedans, c'est une espèce d'organisme entre l'administratif et le politique, qui veut toujours être de plus en plus politique, mais on peut la ramener dans le droit chemin. Mais elle doit discuter de quoi concrètement demain à la Commission? Elle va partir, j'imagine, du texte et des propositions qui sont les siens. Mais les chefs d'État et de gouvernement peuvent très bien dire, écoutez, nous sommes arrivés à une situation, parce qu'il n'y a pas que le président français qui fait face à une révolte du monde agricole. C'est à peu près tous les pays d'Europe, à peu près. Bon. Il peut très bien dire, écoutez, nous sommes dans une situation qui est quand même très critique. Nous devons... Moi, je pense qu'il faudrait dire, nous allons réfléchir à une nouvelle politique agricole commune, refonder la PAC, et d'ici là, nous prenons des mesures conservatoires, celles qui ont été évoquées, c'est-à-dire on gèle un certain nombre, la jachère, un certain nombre de décisions qui étaient dans l'air. Ukrainienne, tout ça. Oui, par exemple. Mais ça, c'est déjà acté. La Commission a déjà répondu. Donc, qu'est-ce qu'on attend demain? C'est ça la question que je me pose. Déjà, par rapport au pacte vert, on ne peut pas rester dans cette logique de déproduction qui, pour la France, est très pénalisante et se concrétise par une balance commerciale qui est de plus en plus déficitaire, qui, au niveau de l'Europe, avec les échanges que l'on a, nous autres Français, avec l'Europe, où on est passé en moins de 10 ans d'une balance positive de 2,5 milliards à moins 2,5 milliards. Mais bientôt, on va être dépendant de d'autres produits d'importation de nos collègues avec cette concurrence qui quelque part, n'est pas respectée. On n'est pas sur les mêmes normes, donc ça ne tient pas. Augustin Donadieu, pardon. On rejoint Augustin Donadieu qui se trouve à l'INAS Montlhéry dans l'Essonne. Augustin, pardon, excusez-moi. Là, il y a une forme de solidarité qui est en train de s'organiser autour des agriculteurs. Expliquez-nous, Augustin. Tout à fait, à commencer par les habitants de l'INAS, cette petite ville de 10 000 habitants dans l'Essonne, qui apportent de très nombreux vivres à ces agriculteurs, des boissons, de la nourriture pour la soirée. Ces agriculteurs avec qui l'on a échangé, avec Fabrice Elsner, se posaient la question où est-ce qu'ils vont dormir. Eh bien, figurez-vous que le maire de cette petite commune de l'Essonne leur a mis à disposition, il y a quelques minutes maintenant, une salle communale attenante à cette mobilisation. On est avec Monsieur le maire. Merci Monsieur le maire d'être avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1. Je vous propose qu'on entre dans cette salle communale que vous avez mis à disposition de ces manifestants, de ces agriculteurs qui nous viennent d'Agen. Nous rentrons avec Monsieur le maire dans cette salle communale. Décrivez-nous, dites-nous où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce que vous avez mis à disposition de ces personnes. Eh bien, moi, je suis sorti de la mairie où j'ai été prévenu justement de cette manifestation, ce blocage auquel je m'attendais absolument pas, dans une petite commune comme l'INA. Et donc, vu l'ambiance, vu la détermination des agriculteurs que nous soutenons forcément, eh bien, j'ai appelé le service technique pour dire que voilà, on allait ouvrir l'ancienne maison des jeunes où il y a des toilettes, une salle où ils peuvent s'installer pour pouvoir faire un petit dîner, et la salle est chauffée parce qu'il fait un petit peu frais en ce moment, et écoutez, ils étaient satisfaits, et puis c'est bien pour apaiser un petit peu l'ambiance, dans la mesure où leurs revendications sont justifiées, et le mieux c'est de les aider et puis de faire au mieux pour que ça se passe bien. Une salle dans laquelle nous nous trouvons, où il y a tout le confort, effectivement, des tables, des chaises, du chauffage, de l'éclairage. Monsieur le maire, c'est une façon pour vous de les soutenir à votre manière? Ah oui, complètement. Oui, de toute façon, oui. Je veux dire, on a un WhatsApp de l'Essonne, on est 194 communes. Je n'ai pas entendu une commune qui ne soutenait pas les agriculteurs, de toute façon. Donc, je suis très satisfait de tout faire pour les aider, même s'ils nous bloquent et que ça gêne un petit peu les administrés. De toute façon, on les soutient. Des administrés qui n'ont pas l'air mécontents, puisque depuis tout à l'heure, les habitants viennent avec leurs enfants prendre des photos au pied des tracteurs avec ces agriculteurs. Un dernier mot très rapide. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Est-ce que les forces de l'ordre vont leur demander de partir? Va-t-il y avoir des interpellations? Quelles sont vos informations à ce niveau-là? Alors, l'information, moi j'ai vu le commissaire, donc de toute façon ça a l'air assez calme. Donc, du côté des agriculteurs, certaines disent on va lever le camp dans 1 heure, d'autres on va rester là la nuit. Écoutez, voilà, moi j'avais un bureau communautaire ce soir, je pense qu'il est compromis, mais je pense que je vais rester auprès des agriculteurs jusqu'à la fin.
Merci Christian Lardière, maire de Linas, pour cette interview sur Europe 1 et CNews. Les agriculteurs qui dormiront donc au chaud ce soir. Merci Augustin Donadieu, Fabrice Eltner. Eric Revel, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire, parmi les beautés bruxelloises, on parle beaucoup des traités de libre-échange, mais il y a aussi le fameux plan vert, le Green Deal, pompeusement baptisé Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, vous voyez, c'est... On n'aime pas les anglicismes ici. Et alors, vous allez voir, la logique implacable de ce libéralisme, c'est que vous avez parlé de décroissance. En fait, dans les objectifs, il y a 15% de terres cultivées en moins. Et alors, vous dites, mais 15% les Européens vont continuer à manger de la même manière. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on importe des produits et qu'on signe des traités de libre-échange qui va faire que dans 2, 3 ou 5 ans, il faudra réduire peut-être de 20% les terres cultivées. Donc cette logique implacable, si vous voulez, de ce libéralisme mondialisé qui nous a planté, comme vous le disiez, M. Morel, sur l'industrie, est en train, je veux dire, c'est tout ça qu'il faut, à mon avis, qu'il faut remettre en cause. Alors vous avez des élections en 2025, syndicat agricole, donc on verra comment... on va se positionner. Oui. Mais par rapport à cette déproduction... et à cet engagement de réduire justement la production, de réduire encore plus. Là où c'est grave, c'est que certains rapports disent que l'Europe importe déjà l'équivalent de 28 millions d'hectares équivalent production, l'équivalent de la surface de la France. Et j'ai en tête, mais il faudrait le retrouver, des propos d'Emmanuel Macron, notre président, qui disait « Je n'ai aucun complexe par rapport aux importations, puisque ça s'inscrit quelque part dans la transition écologique. » Non, il n'a aucun complexe, c'est ça l'un des problèmes du chef de l'État, c'est qu'il n'a aucun complexe sur rien, si vous voulez. Mais ça nous fait peur à nous, parce que finalement, on est les condamnés, même pour l'environnement. On est les condamnés au titre des accords de libre-échange et les condamnés au titre de l'environnement. Donc on ne sait même plus où est notre place. Absolument. Aquilino Morel? Non, c'est tout à fait clair. On voit bien, je vous disais, un système qui d'abord était axé sur la production, qui maintenant est axé sur le malthusianisme. Il faut arrêter de produire, il faut produire moins. Jachère, des productions de terrain. Mais au profit de qui? Effectivement, au profit des importations folles. Parce que faire venir du soja ou des poulets ou des bœufs du Brésil pour ne pas les produire en Europe et singulièrement dans notre pays, c'est une perte, c'est une absurdité. C'est pas seulement une calamité pour les personnes que cela concerne, c'est intellectuellement, politiquement, une aberration. Vous avez raison. Jean-Christophe Couvi. En fait, on n'a pas appris de la Covid, parce que quand il y a eu la période Covid, justement, on s'est senti complètement démunis, parce qu'on était totalement dépendants, y compris dans les médicaments, les vaccins, les masques, etc., de pays étrangers, des BRICS d'ailleurs, souvent, comme la Chine, l'Inde, la Russie, etc. Et en fait, on était complètement immobile. Et effectivement, aujourd'hui, à travers les agriculteurs, on se rend compte dans tous les pans de la société. C'est pour ça que lundi, je parlais un peu d'extincteur social. Il fallait vite trouver cet extincteur parce qu'on se rend compte dans tous les pans de la société, que ce soit la justice, l'immigration, la sécurité, l'écologie, etc. Ça dépend plus de notre pays. Ça dépend effectivement de personnalités qui sont dans les commissions européennes, qui tirent les ficelles. On a l'impression d'être un peu des marionnettes. Et en fait, à travers cette Europe, on a tronqué notre liberté contre du pain et la sécurité. C'est pas moi qui disais ça, c'était Dostoïevski, justement, dans les frères Karamazov, qui disait attention, jamais ne tronquez votre sécurité, votre liberté contre du pain et de la sécurité. Et en fait, on a cru à travers ça qu'on pouvait justement mieux vivre, mais on a perdu une part de notre liberté, notamment la liberté d'entreprendre, de cultiver du terrain. Je sais pas, ça paraît bête, mais aujourd'hui, on n'a pas le droit sur notre parcelle de faire ce qu'on veut, alors qu'on en est les propriétaires. Voilà, ça c'est ce joug, c'est impensable, et les Français sont en train de se rendre compte de ça. Aquilino Morel. Tout à l'heure, Eric Revel parlait des asperges. Bah oui, parce que moi j'ai découvert cette vidéo, je vous dis, des beaux pots d'asperges chinoises. Ces asperges en provenance de Chine. Oui. Qui devraient être produits en France ou en Europe. C'est encore qu'il était par le passé. Et on a détruit une nouvelle preuve de cette aberration. Deux tiers. Tout ça vient de loin. Et ça a commencé d'abord par l'industrie. Moi, je voudrais rappeler ici un certain nombre de personnes qui se considèrent comme des grands esprits. Par exemple, Pascal Lamy, qui est le responsable de l'entrée général de l'OMC. Oui, qui fut commissaire européen au commerce extérieur avant d'être directeur général de l'OMC et qui a pris la décision, qui a accompagné celle de faire entrer la Chine sans aucune contrepartie dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Il disait à l'époque, il faut bien qu'on leur achète leurs t-shirts pour leur vendre nos Airbus. Le problème, c'est que tout ça est une vision évidemment de gribouille, puisque non seulement on leur achète peut-être encore des... Ils ne nous achètent pas nos Airbus. Mais bien sûr, et pas seulement les Airbus, mais aussi les asperges d'Airbus en Chine. Nous en sommes là. Et c'est les mêmes dégâts. Allez, 18h56, on va remercier nos auditeurs d'Europe 1.
Et on va continuer sur CNews. On retourne un instant à Rungis. Michael Dos Santos, un dernier point rapide. La situation est calme, mais il y a eu quand même 79 interpellations. Oui, la situation est figée ici à Rungis. 79 agriculteurs qui étaient présents ici et qui ont pénétré dans cette société de logistique vont donc être interpellés et emmenés au commissariat de Créteil. Pour le moment, encore nassé les CRS, mais la situation est détendue. L'esprit est plutôt bon enfant. D'ailleurs, les bouteilles ont même été amenés pour qu'ils puissent se désaltérer en attendant d'être amenés au commissariat. Je le rappelle, aux alentours de 17h, ils ont donc pénétré dans cette société de logistique. Un dépôt de plainte a été effectué pour dégradation et pour le moment 2 versions s'opposent, celle des agriculteurs qui eux considèrent être entrés de manière totalement pacifique, ne rien avoir endommagé, et puis cette qui ont déposé plainte qui considèrent. Bon, écoutez, on a un petit peu de mal avec la liaison. Merci beaucoup, Michael Dos Santos. Madame Le Floch, un dernier mot. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Eh bien, qu'on sauve l'agriculture, qu'on sauve tous les secteurs en véritable détresse. L'élevage bovin, l'élevage de volailles, l'élevage en général, les fruits et légumes, tous les secteurs pour lesquels on est en grave déficit. Mais pour les secteurs pour lesquels on est encore en balance commerciale positive, on se rend compte, les vins sont touchés. Les céréaliers ont vécu aussi une année compliquée avec un effet ciseau, baisse des prix, hausse des charges. Donc tous les secteurs sont en crise et toutes les balances se détériorent. Nous vient d'annoncer 80 millions d'euros, vous avez vu, pour aider les viticulteurs. Voilà, mais c'est pas de l'argent qu'on attendait, c'est restructuré, Oui, vous avez dit, ou je ne sais plus là, il va y avoir de dit. l'arrachage. Voilà, les pommiers, on arrache, enfin c'est un non-sens, l'agriculture fout le camp. Et on est là pour la défendre. Aquilino Morel, La parabole des aveugles. J'aimerais bien que vous reveniez aux éditions Grasset pour en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses passionnantes dans ce livre. Mais c'est vrai que là, on est dans une situation de crise, en réalité, et une crise profonde. Une crise qui recouvre, je trouve, toutes les classes moyennes qui sont en train de se paupériser dans notre pays. Vous êtes d'accord? Et surtout, encore une fois, et c'est ça qui m'importe, et c'est pour ça que j'avais écrit ce livre, c'est que c'est notre identité de la France qui est en jeu. Avec la question agriculture aujourd'hui qui a surgi, quand j'écris ce livre,